Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Maja, bienvenue. Bonjour Cassius, bonjour Amir. Bonjour. C'était une histoire enterrée, mais pour les femmes. Pour les femmes, j'ai insisté de témoigner. Et je vais faire bref, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc en gros, voilà, c'est la victime de l'islam en fait, encore une fois, et c'est les femmes. Et d'ailleurs, moi-même, je voulais faire des lives contre ça, concernant les femmes. Et donc, c'est comme si, Cassius, t'avais lu dans mes pensées juste hier soir. Juste hier soir, j'avais envie de ça. Parce que j'entends plein de choses contre les femmes. Donc, alors, bon, je vais commencer rapidement. Donc, une femme qui se marie coraniquement dans un pays d'arabe, on va dire, musulman, à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, elle n'avait pas ses menstrues, sauf qu'elle avait les formes. Donc la poitrine, la taille qui change, le corps qui change. Je pense qu'ils ont estimé que, voilà, il faut faire très, très vite. Et donc cette femme-là, comment dire, elle n'avait pas une connaissance de la vie. Et le fameux homme, mari, il avait 32. Elle avait 15, elle avait 32. On lui a persuadé, donc il n'y avait pas de manipulation familiale, etc. Comme elle connaissait pas la vie, qu'elle était adolescente ou même pas, que elle a vécu entre guillemets enfermée chez sa mère, chouchoutée, trop d'amour, elle connaissait pas le social, les fréquentations, et d'ailleurs la famille était pas extrêmement musulmane, mais extrêmement conservatrice. On ne sort pas, on reçoit personne. Ils ont peur pour leurs filles. Ils étaient 2 filles. Donc en l'occurrence, celle-là, la dernière, il fallait la protéger à tout va, au fait. Donc en gros, voilà, il la marie. Donc dans ce pays-là, il fallait l'autorisation du père. 15 ans, c'est trop peu. Parce que dans ce pays, c'était 18 ou 20, je sais plus. Donc elle se marie, elle vient en France. Tu veux pas dire le pays, c'est ça? En Tunisie, bon, de toute façon, hein, avec ce que je vais dire, donc en Tunisie. Arrivé en France, évidemment, c'est comme si on jetait un petit poisson dans l'océan. Donc complètement paumée, perdue, parce que déjà qu'elle se maîtrisait mal dans son propre pays, qu'elle était enfermée, arrivée ici avec un mari qu'elle n'a pas fréquenté, etc., etc. Alors avant ça, quand même, à 15 ans, de 15 à 16 ans, elle était restée au lycée, donc elle était collégienne. Mais après, il fallait faire l'acte de mariage. Donc ils ont attendu cette fameuse 16 ans à l'époque. C'est les années 88. Et donc, ils ont fait l'acte de mariage. Donc, c'était sa femme, quoi. Donc, il l'emporte 1 an après. Il fait le regroupement familial, etc. Sauf qu'arrivé en France, donc, elle n'a pas vu le visage méchant, etc. C'est un homme gentil, très riche. Mais c'est pas pour ça qu'elle l'a épousé, je le précise. Mais la famille, ils ont estimé qu'elle sera à l'abri, etc. Arrivé en France, c'était direct les gifles, les coups, etc., etc. Et donc, il a tout fait pour qu'elle ait pas ses papiers. Alors, je vois pas l'intérêt de l'amener en France et de l'empêcher de faire ses papiers. Sauf que celle-ci, cette femme-là, ne voulait pas rester en France. Elle ne voulait surtout pas s'éloigner de sa petite famille. Donc, comme elle était chouchoutée et tout, donc elle se trouvait avec un pays étranger, une langue étrangère, etc., etc. Sauf que la France l'a accueillie à bras-le-corps. Elle était extrêmement protégée, aimée, chouchoutée par la France et tout, et elle était dans le respect total, etc. Sauf que monsieur l'a séquestrée pendant des années. Et il rentre, il va au boulot, il rentre, il ferme à clé. Une porte blindée. Si je vous dis des choses, soyez-en sûrs, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Je ne rajouterai pas un mot. Et franchement, cette femme-là s'est soignée depuis. Ça remonte aux années 88, vous vous rendez compte? Donc c'est loin, 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 loin. Et je pense qu'elle s'est soignée, mais apparemment que non. Hein. Quand on trébuche un petit peu le merdier, les odeurs sortent, malheureusement. Bref, excusez-moi. Donc séquestrée pendant 2 ans et demi, sauf pour le voisinage, elle sort en cachette, voir la voisine, papoter avec la voisine, etc. Cette fille-là était artiste peintre, donc il a mis un coup de pied dans les tableaux. Interdiction de toucher un pinceau. Putain. Interdiction de peindre alors que la seule bouffée d'oxygène, c'était la peinture. Et voilà. Bon, elle est restée traumatisée 7 ans sans toucher un pinceau. 7 ans.
C'est parce que c'était interdit, parce que elle recevait plein la gueule, la mâchoire cassée, les cervicales cassées, le coccyx cassé. Je ne sais pas Cassius, mais j'avais vraiment pas envie de monter parce que je veux pas jouer, je veux pas vous gâcher le live. Non, non, mais non, Naja, excusez-moi. Ton témoignage, il est essentiel, Naja. Il est essentiel, ton témoignage. C'est pas possible d'entendre des choses comme ça, en fait. Merci, c'est gentil, mais je le fais pas pour moi. J'en ai rien à foutre. Maintenant, c'est du passé. Hein. Pour moi, je me soigne comme je peux, pardon, mais c'est pour les femmes, en fait. C'est pour les femmes, pour qu'elles soient pas méprisées, écrasées, battues. Et arrêtez, s'il vous plaît, les gens de dire, vous êtes battus, vous sortez. Arrêtez de dire ça. Quand vous êtes battus, c'est pas que le physique. C'est pas que le physique. Quand on lève la main sur vous, vous êtes anéanti. Vous êtes moins que rien. Le moral va mal. Votre intégrité, votre souveraineté, votre être en tant qu'être humain est mort. Donc vous n'avez aucune manœuvre. Donc quand une femme reste sous les coups, c'est pas parce qu'elle veut bien se faire taper. Donc il y a des mots qui sortent souvent, les gens, mais pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous... Non, c'est pas si simple que ça. D'autant plus que moi, la famille, enfin, cette femme, la famille lui a dit, fais un enfant, il va se calmer. Et quand elle l'a épousé, elle pensait l'aimer. Elle n'a même pas eu ses règles. Elle a pensé l'aimer. Et donc, je vous dis pas la nuit de noces et les souffrances, ça, je passe l'éponge. Hein? Et donc, elle fait un enfant. Après, c'est les menaces de éliminer l'enfant. Donc, son bébé, qui est dans le landau, si elle obéit pas, si elle dresse pas bien la table, si l'heure de la bouffe n'est pas à l'heure tapante pour monsieur et tout va bien dans la maison, c'est le petit qui prend. Bébé dans son landau. Donc qu'est-ce que vous faites dans ces circonstances-là? Vous maintenez n'importe quoi pour votre enfant. Cet enfant-là, vous savez quel âge il a maintenant? 36 ans. 36 ans, un enfant anéanti. Pourquoi anéanti à votre avis? Parce qu'à un moment donné, quand il est devenu adulte, il se mettait adulte. Allez, adulte, excusez-moi. Pas adulte, mais il avait 9 ans. 9 ans, 10 ans, entre 9 ans et 10 ans. Le souvenir est flou. Il se mettait devant le père pour protéger sa propre mère. Parce qu'il voyait sa mère baigner dans le sang tous les 3-4 jours. Donc il se mettait devant. Il prenait plein la gueule. Cet enfant, il se faisait taper quand il avait des mauvaises notes, quand il chahutait à l'école, quand il était extrêmement... Alors, donc il était obligé de bosser l'école par devoir et par peur de la punition du père. Et donc, du coup, il était en mention très bien dans toutes les classes, premier dans toutes les classes. Sauf qu'arrivé à l'âge adulte, il a fait une maîtrise en médecine, une maîtrise en audiovisuel, il a fait des maîtrises partout, il est brillant partout, et maintenant il ne veut plus rien faire. Parce que tout ce qu'il a acquis, c'était de force. On l'a forcé à être excellent, à exceller dans tout. Et il joue au ballon à l'extérieur, il casse une lampe, il va être battu jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Le lendemain, il peut pas se relever. Donc moi, à un moment donné, enfin, cette femme, à un moment donné, quand elle voit l'enfant partir en miettes et qu'elle-même, elle peut même pas se défendre face à un homme puissant parce qu'il avait les moyens, et ben à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Moi, elle a fugué alors que le bébé était en landau. À un moment donné, un soir, il lui dit bon bah ce soir c'est fini. Je te fais le sourire kabyle, c'est fini. La table est mal dressée, la vaisselle est mal lavée. Je pète tout et j'élimine tout. Et ce soir tu vas le payer mais très cher. Je veux plus te voir. Et ben, elle s'enfuit dans la nuit, et les rues de Paris se souviennent, hein, les larmes, etc. Et elle trouve des boulangeries ouvertes. Elle se réfugie là-bas parce qu'elle est menacée de M. Hein, et je peux vous dire que la France est clémente. La France, grâce à la France, elle est toujours vivante. Donc, et malgré ça, le fait est qu'elle n'a pas de famille ici, et il en a profité un maximum. Une fois que le bébé était là, 2 ans après, à 2 ans de séquestration, le bébé était là, donc il fallait se battre pour quelque chose. Donc, elle s'est enfuie un soir et elle a oublié, de peur, elle a oublié le bébé dans le landau, de peur. Elle revient, elle le trouve à côté du bébé. Et je vous dis pas ce qui se passe. Parce que quand, bon, je ne sais pas les autres femmes, comment elles sont battues. Bah, c'est battu, hein, une gifle, un geste. Mais ce gars-là vous laisse et vous pouvez pas vous relever du sol. Vous êtes dans votre sang.
Vous ne pouvez pas vous relever du sol. Donc, à un moment donné, quand on vous demande, il vous demande quelque chose, vous le faites, point. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de je réfléchis, vous tenez à votre vie, c'est l'instinct de survie. Et en l'occurrence, l'instinct de survie de ce bébé. Donc, elle revient, après avoir fugué dans la nuit, elle revient chercher le bébé. Et quand elle est revenue chercher le bébé, et ben là, elle en a eu plein la gueule. Bon, quand même, elle était contente d'avoir sauvé le bébé, au fait, qu'il ne l'a pas touché. Mais après, cette histoire a duré 20 ans. 20 ans, et quand elle a voulu divorcer, ça a duré 13 ans de sa vie. Elle a tout vendu, ses bijoux, ses biens, elle a essayé de bosser, donc elle avait un salaire, etc., mais sous surveillance, il avait un chauffeur qui l'amenait, un chauffeur qui l'a ramené, un surveillant, enfin, elle était fliquée, des caméras dans les tiroirs, des écouteurs dans le téléphone, fliquée de partout. Et donc, du coup, quand elle a essayé de divorcer, il lui a dit quoi? Il lui a dit... une femme dans l'islam ne demande pas le divorce. Où t'as vu ça? Où t'as vu qu'une femme demande le divorce? Tu veux que je sois la honte de ma communauté, de tout ce qu'on pense, comme il était un peu entre guillemets connu, tu veux que je sois la honte? Donc on fait quoi? Tu demandes pas le divorce, sinon ta vie va être un cauchemar. Donc du coup, elle a essayé de changer d'identité. Elle s'est plainte à la police, etc. Ils lui ont dit qu'en France, c'est pas vraiment possible et c'est très difficile de changer de... Et ce qu'elle peut faire quand elle portait plainte, quand la police venait, parce que c'est même pas elle qui appelle la police, c'est les voisins. Quand ils entendent les cris et les coups. Et parfois qu'elle dit un mot au secours. Au secours, les voisins, ben voilà, ils écoutent, ils appellent. Elle s'en prend encore plus. Parce que il lui dit, c'est toi qui as appelé les secours. Comment veux-tu qu'on appelle le secours alors qu'on est bras à terre par terre? Comment? De toute façon, il y a des écouteurs sur le téléphone, donc elle peut écouter les conversations, donc c'est pas elle. Et du coup, la France fait que quoi? Je sais pas si la loi a changé, j'espère qu'elle a changé pour les femmes. Elle met en garde à vue 2 jours, 1 jour maximum, 24 heures d'après la loi à l'époque, hein, les années 80. 10, les années 2000, et il ressort après. Et quand il ressort après, ce qu'il fait, ce gars-là, il se venge. T'as osé me mettre moi, monsieur Intel, en garde à vue, avec la pisse et les trucs dégueulasses, et avec des malfrats, etc. Et donc tu le payes toute la semaine. Parce que parfois, ça arrive quand même, hein, je rassure les gens, ça arrive qu'il y a des accalmies, quoi. 2, 3 jours, on n'a rien, quoi. Pas de gestes, pas de violence, on a la paix, on est correct comme un fil, on est carré. Mais il y a des jours où quand on n'est pas battu, on se lève avec des marques. Et ça m'a choqué. C'est-à-dire que quand je reste une semaine, on m'a pas touché, je me lève avec des bleus et des boutons, comme si on m'avait tapé la veille. À un moment donné, je me suis dit quoi? Il faut réagir. Mon corps, il est en train de dire quelque chose. Parce que personne m'a touché. Donc c'est pas possible. Et du coup, en engageant le divorce, 13 ans de bataille. Donc j'étais propriétaire avec lui, etc. Il est parti au falsifier le contrat de mariage, le mettre coranique, alors que le contrat de mariage n'était pas coranique, il était à la mairie, il était au départ coranique certes, mais il était à la mairie. La France dit que nous on s'en occupe pas, hein, coranique on connaît pas, et tout de suite ils vont accuser, système islamique et tout, on s'en occupe pas. Après une dizaine d'années de procédures et d'appels sur appel sur appel, jusqu'à que la personne s'est appauvrie, quoi, cette femme, complètement. Alors donc, au final, il gagne le procès parce qu'il a trafiqué l'acte. Alors donc, au final, il gagne le procès parce qu'il a trafiqué l'acte de mariage et la France ils ordonne qu'elle doit sortir. Sauf que, on a fait appel, donc tu fais appel. Cet appel-là, par chance, on l'a gagné. Ils te disent, restez chez vous parce qu'on a les traces de toutes les maltraitances et l'hôpital que j'ai fait, l'hôpital, c'était, la police, l'hôpital, c'était un classique, un quotidien, quoi, en fait. Donc, ils avaient tout. Donc, et tu restes, et lui, il sort. Sauf qu'ils l'ont sorti le jour où il a sorti une arme, comment on appelle ça? Le truc de chasse, je sais pas comment on appelle. Carabine, voilà. Une carabine. Il avait une carabine au sous-sol. Donc, parce qu'elle voulait sortir. Il sort la carabine, il la menace. Et là, à ce moment-là, elle appelle la police. La police vient, armée, parce que elle leur a dit qu'il était armé. Elle vient, il le menace, il le capte, il l'enchaîne au sous-sol. Et une fois enchaîné au sous-sol, ils le prennent au poste, et là, plus jamais il revient à la maison. Et donc, ils ont décidé qu'il aille habiter ailleurs, parce que trop de problèmes, trop de plaintes, trop de garde à vue. Au bout de 15 ans, c'est trop. Et ils avaient vu ce qui s'est passé pour l'enfant aussi. Donc moi, à un moment donné, j'ai pas laissé mon enfant se faire maltraiter. Et c'est là où je commençais à réfléchir, à réagir.
C'est que, entre guillemets, quand même, je l'aimais, je pensais qu'il m'aimait, etc. Et que moi, on me disait, oui, mais t'es jeune, tu comprends pas, il est adulte, il va te protéger, tu sais rien, tu connais rien de la vie, laisse faire, il te met à l'abri, etc. Et je pensais ça, comme eux. Et je dis, bah oui, c'est peut-être que je connais pas. Quand je crie, quand il me dit, ta mère, ton père, machin, je réponds, comme une folasse, voilà, moi, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Et donc j'ai grandi avec ce truc-là. Et donc je me dis, bah, c'est peut-être moi qui connais pas la vie, c'est peut-être moi qui sais pas répondre. Donc entre-temps, avant le divorce, il m'a privé de S. J'en pleurais parce que j'étais en pleine jeunesse et ça, j'ai pas honte de vous le dire. Hein. J'ai pas de S parce qu'on punit la femme dans l'islam, on lui donne pas du sexe, on lui donne pas. Parce qu'elle est vilaine, parce qu'elle fait pas, c'est pas une bonne mère, ou c'est pas une bonne femme, ou peu importe les raisons, parce que moi je vous dis, les femmes, il n'y a pas de raison qu'on lève la main sur vous, aucune raison, même si vous étiez la pire des femmes, on ne lève pas main. Mais moi, je n'étais pas la pire des femmes, loin de là, et je le sais, sans être orgueilleuse ou quoi que ce soit. Donc là, me priver de S pendant quelques mois, et que je pleure, et je paye pour qu'il fait le devoir au lit. Vous vous rendez compte à quelle débilité on rentre? J'étais dans une débilité, mais inimaginable. Et donc, à un moment donné, quand je voyais que mon fils partait dans les pattes, j'ai dit, il faut que je réagisse. Il faut que je réagisse, c'est pas possible. Donc, on est comme anesthésié. Merci les amis, merci beaucoup, c'est très gentil. Mais c'est vraiment pour les autres que je le dis. Même si ça me fait mal, je m'en fous. Il faut faire quelque chose. Et je soutiens Cassius avec 200% et Amir 200%. C'est un monstre, cette religion. C'est un monstre. Et donc, il est parti manipuler ma propre famille contre moi. Du coup, au moment du divorce, j'avais le frère, les deux frères, la mère, mon père non, et la mère contre moi. J'étais seule face à l'ouragan. Seule. Et donc, pour me dissuader de lâcher le divorce, il a brûlé ma maison. Il a brûlé mes affaires. Il a brûlé tout ce que j'avais comme souvenir. Il a menacé de haine mes amis. Une amie à moi, surtout une amie à moi qui me soutenait, la seule. Parce que, attention, ceux qui violentent, ils font le vide autour de vous. S'ils commencent à vous dire, celle-là me plaît pas, celui-là me plaît pas, je ne veux pas que tu fréquentes celui-là parce que je te protège. Je veux pas que tu sortes comme ça parce que je te protège et je t'aime. Il n'y a pas de je te protège et je t'aime. Il aime que lui-même. Quelqu'un qui vous aime, il vous fait confiance. Il vous enferme pas à double tour à une porte blindée. Il met pas des écouteurs partout, il met pas des microphones partout. Enfin bref, quoi. Mais je pense que bon, les femmes, j'espère, elles sont éclairées maintenant. Donc, ma propre famille était contre moi. Donc, première maison brûlée. Donc, après, je retape tout. Je me remets à zéro. Je rebosse. Je me refais une vie. Parce qu'il était à l'extérieur. Des menaces. La police lui a interdit de s'approcher de la maison. Et ben, il s'approche de la maison avec la carabine. Il envoie des gens payés pour me poursuivre, pour me menacer dans les métros. J'ai dit à l'État français, j'ai dit, je veux changer d'identité. Il m'a dit, de toute façon, je te dis, ou le M, ou tu restes à la maison. Il n'y a pas de divorce, ça n'existe pas le divorce. Quoi, tu divorces? T'es qui, toi, pour divorcer? C'est moi qui décide de divorcer. Donc, bon, j'ai osé le faire. Moi, je me suis dit, M pour M, je suis anéantie de toute manière. Donc, je préfère être anéanti seul qu'anéanti avec un monstre. Et à un moment donné, et ben voilà, donc j'ai sauté le pas. Donc, le premier... Alors, donc, j'abrège, je coupe, hein, parce qu'il y a trop de choses, je vais pas abuser de votre temps. Quand il a décidé, il m'a fait le chantage. Il m'a dit, ton fils, il est très brillant, etc. Il dit toujours ton fils. Hein. Ta fille, ton fils. Ma fille, elle se fait traiter psychologiquement, elle en a souffert. Elle est partagée entre les deux, elle comprend pas le rejet du père, comme la dame qui était là, hein. Exactement pareil. Il la rejette, elle se prépare, elle prépare sa valise, elle l'attend, il vient pas. Donc elle a une mauvaise estime d'elle-même. C'est une belle femme maintenant de 27 ans et elle est complexée. Elle est très belle et elle est complexée. Parce qu'elle pense qu'on l'aime pas. Elle pense et ça c'est le rejet du père. Maintenant, avec le recul, je le sais, mais à l'époque. Donc moi je lui fais sa petite valise, elle attend son père. Mais il vient pas. Eh ben j'ai oublié. Moi je savais pas. Eh ben je suis occupée. Oh bah tant pis. Eh ben il faut pas qu'elle chiale. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Et ça c'est tout le temps. Tout le temps. Une fois sur deux, il viendrait, une fois sur trois. En fin de compte, c'est gros. Hein. En fin de compte, quand j'ai demandé, quand il est sorti, il habitait ailleurs, il m'a fait le chantage, il m'a dit, je vais payer des études très très chères en privé pour ton fils. Ce qui est son fils d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand on accouche, moi quand j'accouche avec ce monsieur, il vient faire un petit point avec l'aiguille dans la patte du bébé. Pourquoi?
Il veut savoir si c'est son fils ou pas. Alors vous allez voir votre femme quand elle accouche pour lui amener un bouquet de fleurs, lui dire bah, félicitations, je suis content. Non, lui il prend une aiguille, une petite seringue, il prend une goutte de sang et part au labo. Il veut savoir si c'est son fils. Alors avec une femme que tu as toujours enfermée, que tu as toujours surveillée, bon, et même ça je dis bon allez, il est obsédé, il est malade, laisse-en tomber, il fait ce qu'il veut, de toute façon j'ai rien à prouver, tu vois. Et il s'avère que c'est son fils et que c'est sa fille. Mais bon, il le fait quand même. Donc, là, on lui ordonne de revenir. Ah, il me dit, je vais payer des études très chères à ton fils parce que bon, il a fait médecine, il est revenu en arrière, il a fait machin, il est revenu en arrière parce que de toute façon, mon fils à cet âge-là, vous lui demandez ce que vous aimez, il va dire, je n'aime rien. Comment ça tu aimes? Oui. Il est en prison aujourd'hui ou pas? Pas du tout. Pas Après du tout tout. ce qu'il a fait? Pas du tout. J'en ai encore à dire, pas du tout. Vous savez quoi? C'est les moyens. C'est un homme extrêmement riche, non, aisé, qui a les moyens. Donc moi, quand j'étais aux tribunaux, parce que les tribunaux, je les ai fréquentés, hein, de Paris, et moi j'avais l'AJ, l'aide juridictionnelle, voire peut-être si je peux, parce qu'ils demandent des sous-tables, hein, des dessous-tables, de l'espèce, les avocats, parce que ton dossier est compliqué, que parce que mon dossier, vous savez, je l'amenais au tribunal avec un caddie. Il faisait un demi-mètre d'épaisseur avec un caddie. Et je me suis transformée avocate presque. J'épluche et tout, je les aide, je cherche les idées pour m'en sortir, etc. Lui, il a amené 3 avocats, dont un pédérologie qui est connu, qui passe à la télé. Alors, vous vous rendez compte, pot de fer contre pot de terre. Et malgré ça, je dis, je crois en la justice. Il y aura un jour une justice. C'est pas possible. Et je croyais à la justice française. Mais franchement, il n'y a pas. La France est belle, il y a des lois, il y a de la juridiction, il y a les tribunaux, mais en mon concernant, il n'y a pas eu de justice. Quand je l'ai traduit dans le tribunal juridictionnel pour les maltraitances, il est sorti comme un linge propre. Les 3 avocats, ils ont dit quoi? Ils étaient dans le tribunal, ils ont dit « Madame, elle utilise les maltraitances pour gagner sa procédure de divorce. » Mais comment ça? Elle utilise ses maltraitances, mais... Oh, ça m'énerve. Ah non, mais je te promets, et c'est que Dieu me donne, ou même s'il n'y a pas un Dieu, que l'univers me donne, si je te rajoute un mot. Et le procureur me regarde, j'ai toujours les yeux bleus du procureur, les larmes aux yeux, il me dit « Madame Antel, je suis désolée, c'est là, voilà, on n'a pas le compte-rendu des maltraitants. » Je dis « Pardon, monsieur le procureur, on n'a pas, ils sont où? Eh ben, on ne sait pas, on les a pas trouvés. » Vous comprenez quoi avec ça? Comme 20 ans de maltraitance, ils n'ont pas trouvé les comptes rendus, alors que les comptes rendus, ils étaient là au tribunal tous les 4-5 mois. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? J'ai vu dans ses yeux qu'il était dépassé, qu'il y avait de la pression, que le juge était en bisbille avec l'argent, voilà, je vous le dis clairement. Donc du coup, moi je me bats, et je prends un autre avocat, et je prends une autre AJ, etc. J'ai fait 5-6 avocats de suite, parce que chacun, il craque. Il dit non, c'est trop puissant, trop d'avocats en face de moi, des témoignages, des faux témoignages. Et vous savez, quand moi je l'ai traité de maltraitance, il est parti faire quoi? Il a pris un marteau. Il a tapé son poignet. Ah ouais. Il est parti à l'hôpital et il a fait un certificat de 2 jours d'arrêt. Il est venu au tribunal. Regardez ce qu'elle m'a fait. Regardez, c'est gonflé, c'est une folle. Elle me maltraite. Mais moi, comment je le maltraite? Moi, je mesure 1m70, j'étais toute maigre. Il fait 1m85, baraqué, musclé. Comment tu peux penser ça, quoi, en fait? Il a convaincu les juges que je le maltraitais, que je le tapais sur le bras, Moi, il a fallu, hein, après 18 ans de maltraitance, il a fallu que la police m'apprenne à me défendre. Ils m'ont dit, vous savez quoi, madame? Il faut taper. Je dis, comment ça que je peux me défendre? Eh ben oui, l'homme violent, quand vous vous défendez, il arrête. Ou alors il va reculer, ou il va réfléchir. Comment ça Et ça a trotté dans ma tête. Je dis, bon, ils ont peut-être pas tort, mais j'ai attendu longtemps, au fait. J'avais très peur. Au fait, quelqu'un qui va vous violenter, vous le voyez venir, il blanchit, il prend n'importe quoi dans sa main, il cogne, il frappe. Les cheveux, alors mes cheveux, je vous dis pas, j'ai des cheveux longs. On prend les cheveux longs et on vous fait les 4 coins de l'appart et tout ça. Le classique. Comment voulez-vous? Et à un moment donné, j'ai dit, bon, allez, de toute façon, j'ai quoi à perdre? Je vais essayer. Un jour, il lève la main, il prend le balai, je prends le paquet de sucre et je balance. Je prends la casserole et je la balance. Et figurez-vous que quand même, ça réfléchit un petit peu. Ah ben oui, mais tu te défends maintenant, ma chère, tu te défends.
Ah ben, j'ai dit oui, je me défends, hein, parce que t'arrêteras jamais, je me défends. Et donc, ça réfléchit 2 fois quand même. Et ça refroidit. Après, il repart, hein, vous inquiétez pas, il repart avec les coups. Mais il y a toujours une petite méfiance parce que vous vous défendez. Parce que vous vous défendez, parce que il peut prendre une chaise en pleine gueule, il peut prendre une table en pleine gueule, parce que bon, voilà, l'instinct de survie, au fait, on n'est pas violente, mais à un moment donné, c'est trop, quoi, au fait. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, je reviens à cette histoire pour en finir rapidement. Il me dit, je paye une école privée à ton fils pour qu'il fasse quelque chose d'autre. Donc, il lui paye l'école privée. Par contre, à condition que tu sors de la maison, parce qu'il m'a brûlé la première maison. J'en ai acheté une autre parce que je travaillais. Et je sors de cette maison parce qu'il a des droits dans la deuxième maison. Pareil, on l'a acheté ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à la maison et moi je laisse tomber les... Parce que je serai toujours là, hein, j'ai 55 ans maintenant, je serai toujours dans les appels. Hein. Le problème c'est que j'ai entendu que dans la loi ils ont enlevé les divorces par faute. Parce que voilà, ça danse de tous les côtés, les appels et tout, ça fait nourrir les avocats et tout ça. Mais moi à l'époque, tu fais appel, t'attends. Donc on va pas te sortir de ta maison, on va pas te priver de tes gosses. Et la police te dit surtout pas sortir de chez vous parce que vous perdez vos droits et on va vous accuser de abandon de domicile conjugal. Ah oui, mais quand vous êtes frappé, comment vous faites? Vous allez où? Dans la rue? Vous allez dans les assistantes et tout ça, mais vous avez quitté votre... Et lui, il me menaçait de cette procédure. Tu sors, je t'accuse de ceci, cela. Donc on était séparés de corps dans la même maison. Et je vous dis pas l'atmosphère, hein, et l'ambiance. Et donc, j'étais obligée de fermer la clé. Il pète la clé de la chambre. J'ai dit, c'était la guerre, quoi, en fait. C'est une vraie guerre. Et du coup, j'ai accepté. Je dis, bon, pour mon grand-fils, qui était quand même abîmé beaucoup, et qui m'a défendu, c'était un partenaire plus qu'un fils, je le laisse faire et je sors. De mon plein gré, je fais plus appel. Je suis sortie. Vous savez, je suis pris un appartement médiocre. Bon, bref. Avant, je déménage avec tous mes affaires, 20 ans dans la maison, vous avez beaucoup d'affaires, tout ça, et puis moi je fais de la peinture et tout, j'avais tellement de choses. J'arrive, le camion, il se fait brûler avant de monter les affaires. Putain d'enfoiré. Mais c'est, non mais on croit halluciner. C'est trop long. Je vous abrège parce qu'il y a eu trop de choses, c'est pas la peine, on va rester la nuit. Il brûle le camion. Avant que je aménage le tout. Et j'avais mes petites économies, j'avais 5 000 € d'économies pour acheter des petits meubles, des petits machins et tout ça. Bah, tout brûlé, en feu. Je redescends l'ascenseur pour prendre les clés chez la concierge. Je descends, on me dit, il y a le feu dans ton camion. Je dis, mais comment ça, il y a le feu dans... Eh ben, il y a le feu, il n'y a plus... Eh ben, il me passe un coup de fil. Ah, hein, t'as su éteindre le feu là ou pas? Ah, ça te plaît bien le divorce? Je dis, c'est pas possible. Tu me fais ça? Eh ben, j'annulerai pas le divorce. Alors, il fait quoi après? Quelques mois après, bon, je porte plainte, machin, il n'y a pas de preuves. On n'a pas trouvé de preuves. J'aménage dans cet appartement avec ce que je peux. Rien, du coup, rien. Et je recommence à zéro. Et je recommence à zéro. Et là, il trouve un autre stratège. Il va convoquer, parce que là, le divorce est engagé. On va se séparer. J'ai perdu la maison. 260 000 € dans ma part de la maison. Je sors les mains sur la tête pour mon fils. Il a fait le contrat du prêt. Il a fait un prêt. Il n'a pas payé cash l'école privée. Il a fait un prêt. Il l'a mis au nom de mon fils. Une fois sorti, quelques mois après, mon fils il m'appelle. Il me dit, tu sais quoi, je me suis... Voilà. Il s'est collé un crédit, mon fils. Donc, du coup, c'était un mensonge, au fait. Je me suis fait avoir comme une souris, mais tant pis. Et donc, j'aménage dans cet appart, etc. Et à un moment donné, après 1 an, c'était un peu la cité. Moi, j'étais habituée au petit pavillon, les campagnes, enfin voilà, banlieue et tout, parisienne. J'étais mal. Donc, je m'en vais de cet appart. Je me marie avec un autre homme. Longtemps après, et une fois que je me marie, j'aménage. Il s'est renseigné où j'étais. Il m'a trouvé. Alors que moi, j'ai pas dit à ma famille où j'étais. C'est une banlieue très très lointaine de Paris, etc. Presque campagne et tout ça. Et un jour, je rentre du boulot, la maison cambriolée, complètement. Plus un pot dans la maison, plus rien, plus d'ordinateur, plus de chaise, plus mes animaux tués, plus rien. Et il me repasse un coup de fil et il me dit, alors, c'est toujours bien le divorce? Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, au fait. C'est pas possible. Donc, non, dans l'islam, on divorce pas. Avec ce monsieur-là. Et donc, il tape. Quand là, je dis en vrac, parce que je vais pas organiser mes idées. Quand quelqu'un vous tape dans le cou, parce que je sais pas qui lui a donné des conseils. Merci beaucoup, les amis. Il vous tape sur les cervicales. Hein, ça laisse pas de traces. Vous pouvez aller à la police, leur dire, oui, on m'a tapé comme ça. Il n'y a pas de traces.
Même dans une radio, il n'y a pas de traces. Moi, j'ai les cervicales pétées. J'ai fait des radios avec des neurologues. Mes cervicales, ils ont l'âge de 90 ans. Le neurologue, quand il m'a fait la première radio, parce que je souffrais beaucoup, du coup, je sais d'où ça vient, moi. Et je lui ai pas dit, parce que j'avais honte. Il m'a dit, vous avez fait un accident de voiture? Je suis non. Jamais, j'ai jamais eu d'accident de voiture. D'ailleurs, j'ai eu le permis très tardivement parce qu'il m'interdisait de prendre le permis. Les hommes vont te voir, tu t'assois à côté d'un moniteur, c'est quoi ça? Il y a pas de ça chez nous, hein. Les musulmans, tu t'assois à côté d'un homme, c'est quoi ça? Et j'avais pas de tchador ni rien, mais il fallait qu'il applique l'islam à fond, quoi. Sans le tchador, j'avais pas le tchador parce qu'il aimait pas. Il était dans la mode, il aimait pas le tchador, c'est tout, hein. Du coup, sur les cervicales, il m'a dit elles sont abîmées. Donc moi, je suis obligée de supporter mes cervicales à vie. Je peux pas regarder ni à gauche ni à droite, j'ai l'air normal, mais les souffrances sont là. Les torticolis, c'est tous les jours. Moi, pour protéger ma tête, quand quelqu'un vous tape, pour protéger la tête, on baisse la tête, on la met dans le ventre. Vous voyez, on se met en position fœtale parce qu'on a peur que ça tombe sur le bras, on a peur que ça tombe sur le crâne, on a peur que ça tombe sur le dos. Mais la position fœtale, votre nuque, elle est à nu. Oui. Donc il la trouve. Il prend les cheveux, il trouve la nuque qui est plaf. Je suis désolée pour l'image, hein, mais pour vous expliquer quoi. Et donc du coup, quand je portais plainte, ou je partais à la police, il y a rien, madame, vous êtes défamatrice, vous êtes quoi là? Mais par contre, quand ils me trouvent baignée dans mon sang, là oui, là ils peuvent pas dire non. De toute façon, la police à un moment donné, ils en ont eu marre. Il me dit il faut faire quelque chose avec ce couple, mais c'était et donc alors la tentative qu'il a fait, ça y est, je me souviens, quand j'ai bien avancé dans le divorce, qu'il a vu que je ne démords pas de divorce malgré tout, j'ai dit jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la dernière goutte de mon sang, j'irai au divorce jusqu'au bout, même s'il met tous les avocats de la planète et toujours avec mes petits moyens. Il a amené une mallette où il y avait 90 000 € en cash. Il l'a mis devant mes yeux. Il m'a dit, tu vois là, cette mallette? Donc bon, il venait chercher sa fille. Il m'a dit, tu vois cette mallette? Parce que ma fille, jusqu'au bout, jusqu'à l'âge de 25 ans, elle était chez moi. Tu prends ça et tu laisses tomber le divorce. Je dis, comment ça, je prends ça et je laisse tomber le divorce? Ça c'est rien, ça. Tu me dois 260 000 €. Tu as bouffé ma maison. Tu as fait des faux témoignages. Il m'a traduit dans avant qu'il amène la mallette, il m'a traduit dans un tribunal de locataire. Il leur a dit, elle est locataire, puisque la police m'a sorti, puisqu'elle a été habitée, je veux qu'elle me donne tous les loyers de tous les mois où elle est restée toute seule à jouir du pavillon. Il a fait appel à la Cour de cassation. La Cour de cassation lui a donné raison. Ils m'ont demandé de payer 950 € par mois pendant 9 ans. Mais j'ai dit, comment ça? Non, mais je vous promets, renseignez-vous dans la loi. La Cour de cassation, je l'appelle, je fais un dossier, je vais les voir, je dis, attendez, je suis son ex-femme, sa femme, encore sa femme, je suis dans le divorce, on est séparés de corps, comment ça que je suis sa locataire? Je paye les impôts fonciers, j'ai payé l'achat avec lui, j'ai fait même des travaux, j'ai toujours travaillé. Bon, il y a eu les séquestrations de 2 ans au début, mais à un moment donné, il m'a autorisé. C'est un mafieux, non? Ah, mais je ne sais pas. Ouais, t'en sais rien. C'est un voyou. Oui, c'est un voyou. Il est dans une... Oui. Donc du coup, non, la Cour de cassation, elle est au-dessus de tout le monde, normalement. Oui, non, mais d'accord, mais quand t'as des bonnes personnes, les bonnes influences, etc., que t'as un... 10 personnes, moi, pas toi, justement. Lui, il est dans un réseau, c'est pas possible autrement. Enfin, là, c'est trop. C'est trop. Si c'était une fois, je dis pas, mais là, c'est à chaque fois. À chaque fois, il s'en sort. Il te crame la baraque, il s'en sort. Il te crame le véhicule, il s'en sort. Il te fait cambrioler, il s'en sort. Il t'appelle, il te nargue, il s'en sort. C'est... Après, quand il crame la baraque, c'est pas avec ses petites mains, hein. Je suppose qu'il a mis quelqu'un. Eh oui, donc comment veux-tu remonter à lui? Tu peux toujours que ta parole, il y a aucune trace. Mais quand il appelle, c'est lui, évidemment. Il va pas te dire, c'est moi qui a fait ça. Il va te dire, ça te plaît le divorce? Tu comprends très bien ce qui se passe. Pile au drame, 2 jours ou 1 jour après. Donc du coup, il me traduit. Donc j'appelle la Cour de cassation. Et je leur dis, mais comment ça, je paye 925 € par mois pendant 9 ans? Et il dit, malheureusement, elle me dit, la dame, elle était très bouleversée au téléphone, et quand j'ai été la voir à la Cour de cassation, elle me dit, malheureusement, on n'a jamais eu autant de divorces. Enfin, il y a très rarement de divorces qui arrivent à la Cour de cassation. Très, très rarement. C'est plutôt les crimes, les machins, mais il s'avère qu'il a le droit. Mais par contre, vous avez perdu votre procédure, et il a le droit. Donc vous allez les payer. Je dis, mais je peux pas faire appel encore? Ah non, c'est mort, vous pouvez pas. Là, vous êtes à la Cour de cassation, vous avez fait appel une fois, maintenant il l'a gagné, c'est fini. Il n'y a plus appel.
Donc vous allez les payer. Donc s'il va jusqu'au bout, eh ben il va les obtenir. Et je lui dis, si j'ai pas les moyens, moi, si je donne 900 et moi je gagne le SMIC, comment je fais, moi? Elle me dit, bah l'État, enfin le tribunal va vous faire des échéances jusqu'à la fin de vos jours, va vous faire des petites gouttes par petites gouttes, et sinon voilà, c'est obligé. Donc j'ai compris quoi, moi? J'ai compris qu'il veut voilà, il veut ma fin, en fait. Il veut détruire. Voilà, exactement. Il voulait ma fin. Donc je prends le téléphone. Je lui dis, tu sais quoi? Parce qu'il m'a envoyé, avant ça, bon, j'ai dit, bah, allez, il va se calmer, etc. De 1 semaine et demie à 2 semaines. Et ça m'a marqué. Ça remonte il y a pas longtemps, en 2014, hein. Il m'envoie un courrier de l'avocat. L'avocat me dit, Madame Intel, vu la procédure de cassation, machin, numéro machin, vous êtes obligé de payer tant. Et ça, c'est fictif à partir du mois prochain. Alors, moi, en panique à bord, parce que c'est signé par l'avocat connu, machin. Je l'appelle, lui. Je lui dis, tu sais quoi? Moi, je ne payerai pas. C'est abusé. Tu as brûlé 2 maisons à moi. Tu m'as cambriolé, t'as tout fait. Mon fils, tu l'as anéanti. Maintenant, tu fais ça. Tu sais quoi? Je payerai. Et je le dis en live, hein, je payerai n'importe quel clochard. Il va te casser les pattes en bas. Parce que c'est pas possible. Tu veux que je paye toute ma vie? Je vais travailler pour toi ou quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Donc, il faut que tu te calmes définitivement. Sinon, moi aussi, je peux me venger. Hein. Moi aussi, c'est pas possible une affaire pareille. Donc, du coup, quand j'ai dit ça, comme il est un peu narcissique, alors il a, parce que j'avais une voisine qui était en face, quand il est revenu au pavillon, hein, c'est nos voisins depuis 20 ans, il change la serrure du portail, il change la serrure de l'intérieur, il a pris à cœur ce que j'ai dit, hein, et il a changé de voiture pour qu'on le suit pas, pour qu'on le touche pas, etc., etc. Il a pris au sérieux, il a laissé tomber. Et depuis, il a laissé tomber. Voilà quoi, en gros. Et donc, quand il a amené cette mallette d'argent, je reviens un peu en arrière, il me dit, tu laisses tout tomber, et moi je te donne ça. Je lui dis, moi je laisse pas tomber. Et on m'achète pas avec 90 000 euros. J'ai trop laissé, ma santé était partie, mon intégrité était partie, mon fils était parti dans les pattes. Mon fils, je l'ai toujours chez moi, et il est anéanti alors que c'est un homme intelligent, un homme capable de beaucoup de choses. Il n'a rien fait par plaisir, hein, toujours par force. Donc je lui dis, moi j'en veux pas. Ouais. Et donc c'est ça la gifle, la dernière que j'ai pu plus ou moins lui donner, qui lui a mis la rage à avancer, à faire autre chose. Vous voyez, c'est... Voilà quoi. Donc courage à vous les femmes, vraiment courage à vous. Voyez, mon histoire elle est peut-être un peu trop, je pense qu'il y en a de tout, hein. Mais c'est pour vous dire, on s'en sort. Je suis vivante, je vous parle. On peut survivre à ça. On peut survivre à ça. Vous inquiétez pas. Ce qui compte, vous savez quoi? Ce qui compte, c'est la motivation de vie. Soyez-en sûrs que la vie, elle est plus précieuse que tout. Et tant que vous avez envie de vivre, personne ne peut vous détruire. Il peut vous détruire 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais vous pouvez toujours vous relever. Donc soyez-en sûrs que la vie, elle est de votre côté, si vous avez envie de vous en sortir. Et merci beaucoup, hein, vraiment. Désolée. Non, Naja, t'excuses pas. T'excuses pas, c'est pas à toi de t'excuser. Je te remercie beaucoup pour le courage que tu as eu de venir t'exprimer parce que comme tu l'as dit, même si c'est trop tard entre guillemets pour toi parce que ça t'est déjà arrivé, ça peut servir à des jeunes femmes, à des femmes qui sont encore dans cette situation, qui n'ont pas encore réussi à s'en sortir. Et je pense qu'il y en a plus qu'on croit. Ouais, c'est ce que je peux leur dire. Merci beaucoup de m'avoir donné une petite audience, énormément, parce que tu as du monde et on a l'écoute et donc, comme ça c'est plus influent pour celles qui sont sous la botte. Et soyez fortes. Et un conseil, je sais que c'est pas évident, mais un conseil, partez le plus vite possible, le plus vite. Ne restez pas trop, parce que la gangrène s'installe et on vous anéantit petit à petit. Vous trouverez plus la force de se relever. Moi, j'ai eu peut-être de caractère, mais la première gifle, c'est un signe. La première gifle, le premier coup, c'est un signe de quelque chose. Donc, posez-vous la question, pourquoi cette gifle? Pourquoi cette réaction? Moi, le deuxième mari, il lui a envoyé 2 islamistes pour lui faire, mon deuxième mari, pour lui faire le sourire kabyle. Mon deuxième mari, il lui a envoyé 2 islamistes fanatiques. Il lui a dit, tu la laisses tomber. Tu te divorces, tu la laisses tomber. Et heureusement, fort heureusement que mon deuxième mari, même, il a tenu. Et ça, je le féliciterai toute ma vie. Il a dit, à la mort, à la vie, je ne lâcherai pas ma femme. Et donc, ça, c'était, et au bled, même pas ici, hein, pour vous dire, un Français qui se fait menacer de ça, au bled, il lâche pas l'affaire. Donc, vous voyez, c'est que des menaces.
des trucs crades, que des trucs bas, ils peuvent pas être corrects. Et donc, il faut qu'ils arrêtent avec les femmes. Il faut qu'ils arrêtent avec la maltraitance des femmes. Trop facile. C'est trop facile, franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Naja. Merci beaucoup. Et juste un point. Non, une claque, réfléchis pas. Tu te barres, tu te casses, et c'est fini. Voilà, il n'y a pas de réflexion à avoir. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Hein. Voilà. Ouais. Je vous en prie. Merci à vous surtout. Merci beaucoup. Et prends soin de toi, Naja. Et bonne seconde vie. Bonne seconde vie à toi. Merci Cassius, je te suis tout le temps et tu es une femme merveilleuse, vraiment. Tu es une bouffée d'oxygène pour la planète et j'aimerais qu'il y ait plein comme toi, mais tu fais le boulot de 10 hommes au fait. Donc un grand courage pour toi. Tu es une belle femme, vraiment une belle de l'intérieur et belle de l'extérieur. Tu vas réussir à me faire pleurer là après tout ce que t'as dit. Non, mais sérieux. Tu sais, je suis très mauvaise pour faire les compliments et ça fait longtemps que je te suis et t'es lumineuse au fait. Tu rayonnes la bonté et continue, je suis avec toi et beaucoup de gens te suivent et tu portes la parole des femmes qui sont dans le silence, tu portes la parole des femmes qui s'affirment et toutes les femmes au fait. Merci à toi. Je te remercie Naja. Je te remercie. Mais il me faudrait plus qu'une vie pour vivre tout ce que des femmes comme toi ont vécu et tout ce que les femmes comme toi, les anciennes musulmanes ou même des femmes qui viennent témoigner. Quand j'entends tout ce que vous avez vécu, je peux t'assurer que je me dis, putain, j'ai énormément de chance et j'aimerais que toutes les femmes, tous les gens au monde puissent avoir la même chance que j'ai. Parce que personne devrait vivre tout ce que vous avez vécu. Personne. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Mais bon, après, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Vraiment. Faut pas lâcher l'affaire. Faut pas lâcher l'affaire face à un monstre. Mais ce n'est qu'un microbe, ce monstre. Faut pas lâcher l'affaire. Je suis désolée. Bon. T'en prie, Cassius. Merci à toi. Merci à toi, Naja. Vraiment. T'en prie. Je suis avec toi tout le temps. Je suis tout le temps avec toi, en énergie, en force. La force avec toi. T'as une force incroyable. Merci à toi. Et reste comme tu es. Et surtout, j'admire le respect que tu as même pour les musulmans. Votre live n'est pas comme les autres lives des apostats. Vous êtes dans le respect, dans l'humanité. Vous n'êtes pas dans les choses mauvaises ou dans les insultes. Et voilà, c'est du propre ce que vous faites. Merci Amir aussi, il fait du grand travail. Merci à vous. Merci descends. Beaucoup. Merci à vous. Merci Naja. Et prends soin de toi. Merci. C'est dur. Attends, excusez-moi 2 secondes. Ouais, c'est dur. Bah après ça, faut trouver l'énergie de discuter quoi, de faire autre chose, tu vois. Bref. Ouais, Boris et d'autres dans le chat, vous avez raison. Réveillez-vous les femmes. Il faut toutes celles qui sont pas encore toutes celles qui sont pas encore réveillées ou toutes celles qui aimeraient pouvoir se réveiller mais qui s'en sont empêchées. Bah, il faut continuer de parler, il faut continuer de dénoncer tout ça. Et voilà, et même indépendamment de l'islam, hein. Tout ce genre, voilà, on a dépassé même l'islam là, hein, dans ce témoignage-là. Il y a une source, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, quoi. Oui, il y a une religion qui valide ce type de comportement, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Et la il faut justice pas française, conclure. putain. À chaque fois que je dis la justice française, il y a un problème avec. T'es d'extrême droite. Non, je suis pas d'extrême droite. Allez dire à cette femme qu'elle est d'extrême droite parce elle dit qu'il y a un problème avec la justice. Putain, il y a un problème avec la justice en France. C'est un fait. Ouais. Il faut pas non plus conclure que c'est les musulmans. Les musulmans sont comme ça aussi. Il faut qu'on vous le rappelle. Ouais. Il y a des choses qui sont liées à l'endoctrinement, au texte, qui valident tout ça, qu'on peut retrouver pas que dans l'islam. Hein. Les raisons qui poussent à agir comme ça peuvent venir de l'islam. L'endoctrinement qui a été insufflé dans le cerveau de certaines personnes peut pousser à agir avec ce genre de comportement. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est pas l'islam qui t'apprend à cramer des maisons, par exemple. C'est pas l'islam qui t'apprend à faire subir une pression aussi monstrueuse sur ta femme parce que elle veut divorcer. Enfin, voilà. Maintenant,
oui, il y a une base, bien sûr, il y a une base. Mais on peut retrouver ça aussi chez des gens qui sont pas du tout endoctrinés par une religion. Hein. Voilà, ça peut être un endoctrinement dû à une éducation, dû à... Pardon ? À de la maltraitance. À de la maltraitance, c'est ça. Ouais, ça peut être plein de choses, mais puisque nous, notre sujet, c'est vraiment l'endoctrinement religieux et plus précisément l'islam, bien sûr, les textes peuvent contribuer à maintenir ce type d'environnement pour les femmes. Je vous le dis, si vous êtes choqué par les témoignages que vous avez entendus, je vais pas vous dire 100% de ce que ces hommes ont fait, c'est l'islam, mais il y a un gros pourcentage de choses qui est validé islamiquement. Oui, qui est validé islamiquement. Voilà, le fait qu'il dorme à côté du lit, le fait que il corrige sa femme, c'est dans vos textes. Qui lui disent aussi, la femme n'a pas demandé le divorce, c'est vrai, c'est le calife ou le juge qui décide si la femme a le droit de demander le divorce. Et il n'y a pas de calife, il n'y a pas de juge islamique en France. Donc effectivement, l'islam lui donne raison. C'est pas à elle de choisir. Oui. Les textes, quand vous allez lire, vous qui interprétez à votre manière, ou peut-être même qui vous lisez pas, mais vous dites que vous êtes musulman et que la parole d'Allah est parfaite, Allah, jusqu'à preuve du contraire, n'existe pas. Ces textes-là servent des hommes, des gens qui ont soif de pouvoir. Et c'est à niveau différent. Ça dépend de la folie de ce mec-là. Si le mec est un tortionnaire, il va être content. Mais c'est parfait. Comme on dit à chaque fois, même sur d'autres sujets, par exemple la pédocriminalité, un pédocriminel, dans un pays qui applique la parole parfaite de Allah et les faits et gestes parfaits de Mohammed, il est à l'aise. Il sera pas hors la loi. Et c'est pareil. Et je l'ai dit tout à l'heure, je répète, non, les musulmans, heureusement que les musulmans sont meilleurs que le Coran et que le prophète Mohammed. Heureusement qu'ils sont meilleurs. Mais s'ils répliquaient son comportement, vous allez vous retrouver avec un comportement patriarcal du 7e siècle appliqué aujourd'hui sur vous. Et les premières victimes, c'est les enfants, c'est les femmes. Ouais. Donc si vous êtes choqué par ces témoignages et que vous êtes musulmane ou musulman, la première chose, la première réaction, maintenant, si tu as envie de quitter même le live, va ouvrir le Coran et lis. Et soit un homme, soit une femme, lis et regarde ce qu'il y a dans ces textes-là. Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça valide ces témoignages ou pas? Si c'est le cas, maintenant tu dois agir comme une adulte, comme un adulte. C'est ça. Et là, j'ai dit le Coran. Ouvrez les autres livres aussi. Oui. On n'est plus dans la théorie, là. Là, on est dans réellement ce qui se passe, en fait, quand des textes comme ça sont suivis. Et où ça peut pousser quand on les suit. Et quand on les utilise pour justifier, justement, tous nos actes, aussi dégueulasses soient-ils. On n'est plus dans une théorie où, mais non, mais dans une société où la loi d'Allah serait appliquée, les femmes seraient comme ceci, les hommes comme cela, et tout se passerait dans le meilleur des mondes. Non, ça marche pas. C'est faux. C'est faux. Et comme il l'a dit, ça marche aussi pour le catholicisme, le christianisme. Vous lisez la Bible, regardez dedans ce qu'il y a dans la Bible et regardez si la place de la femme telle qu'elle est décrite dans la Bible ou dans le Talmud ou la Torah vous satisfait, mesdames. Moi, non. Pas du tout. Enfin bon. Eh bien, s'il y a des femmes musulmanes qui sont présentes sur le live et qui veulent prendre la parole, c'est le moment. Je vous laisse faire une demande en bas, dans la liste, et vous tapez des séries de 1. Je vous fais monter en priorité. C'est le moment de prendre la parole si vous avez quelque chose à dire. Et sinon, comme d'habitude, les hommes musulmans sunnites, c'est des séries de 2. Toujours pareil, il faut faire aussi la demande en bas. Et merci, on est bientôt aux 500K. Merci pour le soutien et pour la préservation du live. L'intégrité du live. Aurélie. Alors, je fais juste monter parce que Aurélie,
je crois que Aurélie, j'avais cru comprendre que t'étais pas apostate, mais t'étais pas musulmane, il me semble pas. Mais j'avais dit à Takarmous avant de faire monter. Dogmios, comment vas-tu? Salut, ça va et vous? Bah, on a eu une bonne dose de raisons supplémentaires de continuer de se battre contre ces idéologies. Voilà, on a une très bonne dose. Je viens d'arriver, du coup, je vous ai que entendu vers la fin. Bon, allez, témoignages dur, bouleversants. 2 témoignages durs, bouleversants, puissants, tout ce que tu veux. C'était waouh, c'était perturbant. Bon, je verrai ça sur ta chaîne bientôt, j'imagine. Oui, ouais, je les sors demain, celle-ci. Demain et après-demain, je pense. Mais t'as carrément s'il y a de l'écho chez toi. Ouais. Je te mute en attendant que tu règles ton souci. Ah ben, ça n'a pas marché. Ça marchait, c'est bon. Non, ça marche pas. Je pense qu'il bug. Il a un problème de réseau. Ouais. C'était révoltant. Moi, les deux m'ont révolté. Le deuxième a fini de m'énerver, en fait. Vraiment, c'est affreux. Vraiment, c'est pas acceptable que des gens puissent vivre ça et qu'on laisse faire et qu'on se dise, bof, ça n'a rien à voir avec l'islam, au fond. Ça n'a rien à voir avec des idéologies, ou ça n'a rien à voir avec... ou alors elle a qu'à partir. Alors voilà, je m'excuse. Voilà, vous savez que je suis... j'ai une grande volonté, une profonde volonté à admettre mes erreurs et à montrer justement qu'on peut changer d'avis, qu'on peut changer de... Je m'excuse au nom de toutes les femmes battues, de ce que j'ai pu dire il y a peut-être un peu moins d'une dizaine d'années, je dirais. Ou aussi, je disais, elles ont qu'à partir. Je l'ai dit aussi, moi. Ça fait quelques années que je le pense plus, hein, mais je l'ai dit. J'ai pu le penser. Ouais, il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans, je dirais. Quand on est ignorant, on est capable de dire n'importe quoi, oui. Ouais. Après, son témoignage, j'espère, hein, parce que c'est une histoire qui date un peu. J'espère que depuis, ça s'est un tout petit peu amélioré. Ouais, pour les... Voilà. Et je pense que justement, voilà, encore une fois, on en revient à ce que je disais hier. Oui, le féminisme a encore sa place plus que jamais, parce que qui d'autre que des femmes, ou des hommes d'ailleurs, mais des gens qui sont pour la lutte contre les violences contre les femmes, pour la protection des droits pour les femmes, pour la protection des femmes aussi. C'est grâce à ces associations-là, en fait, qu'il y a des choses qui changent et qui évoluent. Donc ça va peut-être pas assez vite, mais heureusement qu'elles sont là. Voilà. Les associations, les femmes et les hommes aussi qui soutiennent, bien évidemment. C'est très important. Voilà. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour les personnes qui arrivent à témoigner comme ça en public de choses de ce genre. Et au-delà du constat d'horreur que vous avez pu faire, vous avez aussi dit assez rapidement que c'est des exemples qui vous donnent de la force pour continuer, parce que vous faites pas ça pour rien. Et c'est la réaction positive. Et du coup, moi, je remercie aussi les personnes qui viennent témoigner, faire des témoignages de ce genre, parce que j'ai peut-être sûrement dû en entendre d'autres aussi, malheureusement. Et oui, en effet, on fait pas ça pour rien. Ouais. Je vous comprends. Je vous comprends, les femmes qui sont venues témoigner, celles qui vont revenir, faire la même chose. Je vous comprends, mais je reste convaincu que ça changera plus vite si les femmes osent se montrer. Je comprends votre anonymat, je comprends, vous avez déjà suffisamment subi. Mais je reste convaincu que ça changera qu'à partir du moment où il y aura plein de femmes comme vous qui se montrent, qui s'affichent. Quand c'est anonyme, on peut pas espérer qu'un jour les 2 femmes qui sont passées tout à l'heure passent à la télé, par exemple, pour avoir encore plus de visibilité et une audience supplémentaire, parce que il faut vous entendre, il faut vous écouter, il faut vous tendre le micro. Mais je reste convaincu, peut-être que j'ai tort, que ça changera plus vite le jour où toutes ces femmes-là se montreront. Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que n'hésitez surtout pas, que ce soit sur les réseaux, sur X, sur Discord, peu importe, en fait, il y a des rassemblements, des regroupements de femmes, et ensemble, on est plus fort. C'est pas un hasard, et
Et on le voit par exemple avec les apostats, plus il y a des apostats qui se sont retrouvés durant ces dernières années, plus il y en a qui ont osé se montrer, parce que plus on est nombreux à se montrer, plus on est nombreux à s'afficher et moins on a de risques d'être ciblés, parce qu'il y a tellement de cibles qu'à la fin, il y a plus assez de munitions pour tous nous descendre entre guillemets, si vous voyez où je veux en venir. Et il y a des associations, il y a des groupes de femmes qui, à mon avis, en tout cas, qui attendent, qui ont besoin de soutien, que vous les rejoigniez, et ensemble, de pouvoir faire avancer les choses encore plus rapidement. On a moins peur quand on est ensemble. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas, mesdames. Voilà. J'ai pas de nom d'assos, mais je pense que Riam, elle devrait, donc pour ceux qui connaissent Riam de Chaise Vide, d'ailleurs c'est plus le nom de sa chaîne, elle a changé je crois, c'est Riam, je sais plus, mais je sais plus, mince. Riam vous parle? Non, c'est pas ça, ça c'est autre chose. Hugo Décrypte. Riam Décrypte, c'était mon moyen, mes mots techniques. Je pense qu'elle a des associations, des noms à vous donner si vous êtes dans ce cas-là, mesdames. Voilà. J'enverrai, comme ça tu les mettras en description. Takharmous, t'es là? Allô, Takharmous? On ne t'entend pas. Takharmous. Bon. Eh ben, suivant. Donc, je refais une demande. Ouais, il nous reste du temps, là. Il nous reste un peu de temps avant le live de ce soir. Chez Amir, sur YouTube et Twitch. Donc, encore une fois, appel aux femmes musulmanes sunnites. Vous faites une demande dans la liste en bas en cliquant sur le petit bonhomme rose et bleu. Vous tapez des séries de 1 dans le chat une fois que c'est fait pour vous déclarer. Et pour les hommes, c'est des séries de 2. Musulmans sunnites majeurs, s'il vous plaît. Et on va parler d'islam sunnite. Voilà, S'il y a aucune femme qui veut venir réagir, aucune femme musulmane sunnite qui veut réagir... Ah, il y a Aurélie qui voulait monter, oui. Aurélie, je te fais monter. Tu voulais réagir à ça, je pense. Donc, monte et on te laisse quelques minutes pour réagir. Salut Aurélie. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Déjà, merci pour me laisser la parole. Parce que ça fait un moment que je suis et je trouve ça très bien de pouvoir parler de ce que nous vivons les femmes en tant que musulmanes. J'ai été mariée, ensuite j'ai divorcé et j'ai porté le voile pendant un moment et ensuite j'ai arrêté quand j'ai commencé à lire vraiment ce qui était dans les sunnas et j'avais des envies de vomir, clairement. Parce que ça ne me correspondait pas et je ne pouvais pas continuer à voir ce genre de choses. Donc j'ai bien été insultée aussi. Donc dans mon quartier, j'évite de trop sortir parce que j'aime pas trop ça. Mais bon, je me protège aussi, bien entendu. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir ressortir parce qu'on voulait aussi, comme j'ai divorcé. Bon, j'ai eu des difficultés de divorce aussi, mais j'ai étudié les lois, j'ai contourné les lois et j'ai dit stop à la manipulation et le fait de frapper les femmes, comme mon ex me disait, si ton mari te frappe, demandez à sa femme, et elle sait pourquoi, par exemple. Ou quand j'étais à l'hôpital avec un grave problème au poumon puisque j'ai une maladie, qui me disait c'est Dieu qui te punit parce que tu as été une mauvaise femme. Donc voilà, ce genre de choses. Et d'entendre ce genre de choses et de voir autant d'ignorance sur les textes, d'ignorance sur tout ce qu'il peut y avoir, même ce serait que même en tant que religieuse que j'ai été et en tant que au niveau des lois. Je trouve qu'il y a beaucoup de laxisme, un peu énormément au niveau des femmes qui n'ont pas été réellement protégées. J'ai failli mourir plusieurs fois et j'ai eu beaucoup de chance, comme je dis, mais ça ne veut pas dire que qu'on ne peut pas s'en sortir, comme me disait. Mais c'est super important de sortir des schémas de victimisation, de se dire oui j'ai eu ça, ok.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on dénonce? Est-ce qu'on avance et qu'on dit haut et fort, arrêtons de nous faire écraser d'une certaine manière. C'est pas que je suis sexiste, ça n'a rien à voir, ou féministe, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement... Merci de le dire. Oui, bien sûr, parce que ça pourrait être mal traduit, mais c'est de pouvoir retrouver notre souveraineté en tant que féminine, en tant qu'être sacré, être humain, et en même temps que nous pouvons avoir nos règles sans être détestables, par exemple, hein, ce genre de choses. Enfin, tout ce qu'on a pu voir, enfin moi ce que j'ai pu voir, je me suis dit mais ça va à l'encontre de ce que je ressens en moi. Petite, j'ai eu beaucoup de violence physique, abus aussi, hein, étant donné que maintenant je suis thérapeute spécialisée, donc je me suis soignée d'abord. J'ai avancé, j'ai fait 8 ans d'études et j'ai dit maintenant stop. Stop à tout ça. Stop à l'hypocrisie, stop à tous ces mensonges de dire mais non, c'est parce que tu vois t'as pas été assez docile, t'étais pas assez cite. Non, stop à la victimisation et de nous pointer du doigt sur certains points. Et pour revenir par rapport à la religion, bien sûr que ça nous met en état de soumission énormément. Et bien sûr que je rejoins et que j'en parlerai et que j'en parle dans mes réseaux et que j'en parle avec les femmes que je soigne maintenant après avoir eu des abus, après avoir vu des atrocités et que ce n'est pas possible et on peut faire une campagne d'ouvrir, de parler. C'est pour ça que je dis merci. Merci pour tout ce que vous faites parce que je dis enfin la parole se délie. Enfin on en parle. Donc voilà. Merci Aurélie. Ah, ouais, il y a tellement en fait de voix qui demandent à être entendues et que finalement on n'entend pas. Là, en espérant, comme tu l'as dit, les langues continuent de se délier. Voilà. En tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin de témoigner, de parler, de vous exprimer, comme Aurélie, comme Naja, comme petit conte spirituel tout à l'heure, n'hésitez surtout pas. Voilà, c'est le moment. Merci en tout cas Aurélie pour ça. Sachez que mon combat, c'est le combat du monde pour l'humanité tout entière. Ouais, personne ne mériterait de vivre des choses comme ça, personne. Exactement. Qu'on soit en France ou à l'autre bout de la terre. Je vous embrasse très fort et merci beaucoup. Prends soin de toi Aurélie, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez me faire descendre, je sais pas comment on fait. Zoutourlouk va s'en charger. Ah non, Zoutourlouk est pas là, alors ce sera son stagiaire. Merci, bisous Aurélie. Ah bah si, Zoutourlouk, c'est bon, il s'est réveillé. Il était là. Il était là. Ouais. Ouais. Ça en fait, hein. Ça en fait. Il y a tellement de femmes qui ont envie de parler, qui ont envie de s'exprimer, mais qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas ou qui... Voilà. Et même pour toutes les personnes qui sont dans le chat, si vous connaissez des femmes qui sont dans cette situation-là, bah vous savez où les envoyer si elles ont besoin de s'exprimer de façon anonyme, là pour le coup, pour commencer. N'hésitez pas à les envoyer chez Shana, chez Alibaba, Amira Posta, Jack Le Fou. On est suffisamment nombreux en fait pour que, je pense, les femmes puissent trouver le live, la personne avec laquelle elle a peut-être plus envie de se confier aussi, en se disant bien évidemment que c'est aussi pour témoigner et donner un exemple, montrer en fait que ça existe. Et plus il y aura de témoignages, plus ça aura d'impact forcément, plus les gens se rendront compte de ce qui se passe. Et Amir a parfaitement tout à l'heure apporté l'argument pour que ce soit plus puissant, oser se montrer, et ça passe par le nombre aussi. Plus il y a de gens qui critiquent l'islam, plus il y en a qui osent se montrer aussi. Ça marche, je pense, pour tout. Je pense. J'ai de bonnes raisons de penser, en tout cas, que ça doit être aussi le cas pour les problèmes, les sujets des femmes. Voilà, je pense. Voilà.